Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Novembre 1860. Lincoln vient d'être élu président des États-Unis. Le moment est dramatique. Les États du Sud refusent sa victoire. L'Amérique s'achemine vers la guerre civile. Alors on pourrait croire que, pendant ces mois tragiques, Lincoln consacre tout son temps à la situation politique. Mais il y a un hic. Dès son élection, une foule d'Américains se présente devant lui et réclame des emplois dans l'administration fédérale. Lincoln ne peut pas faire un pas sans être harcelé par les solliciteurs. Il doit passer une partie de ses journées à les recevoir lui-même, à les écouter, à leur répondre. Ne croyez pas que j'en rajoute, écoutez un historien américain. Tout homme qui avait agité un drapeau à une réunion publique ou loué une salle pour un meeting était convaincu que c'était grâce à lui que Lincoln avait été élu président. Et il venait réclamer sa juste récompense. Un poste de diplomate, trésorier public, responsable des douanes, marshal, chef de bureau, etc. Comment expliquer cette ruée vers les places ? Eh bien, à l'époque, les Américains pensaient que n'importe qui avait le droit d'occuper des emplois publics. Ils s'en sentaient copropriétaires, en quelque sorte. Le président des États-Unis, de son côté, pouvait embaucher qui il voulait pour tous les emplois de l'administration fédérale, du plus important au plus modeste. Sa seule contrainte, c'était d'avoir le feu vert du Sénat pour les nominations aux postes importants. Donc, à chaque élection présidentielle au XIXe siècle, le nouveau locataire de la Maison-Blanche était assiégé par les demandeurs. Ça a commencé en 1800. Cette année-là, le président sortant, John Adams, est battu par Thomas Jefferson. À l'époque, l'État fédéral ne compte que quelques administrations. La guerre, les affaires étrangères, le trésor, les douanes, les postes et le bureau du procureur général. Or, le nouveau président, Jefferson, renvoie une centaine d'agents fédéraux et il les remplace par des sympathisants politiques. C'est parfaitement assumé et ça paraît tout naturel à l'époque. En 1828, on franchit un seuil. Le nouveau président s'appelle Andrew Jackson. J'ai déjà parlé de lui dans 2 podcasts. C'est un personnage important de l'histoire américaine. Jackson est un élu du Tennessee, qui est l'ouest des États-Unis à l'époque. Il se présente comme l'ami de l'homme ordinaire, en lutte contre les élites de la côte Est. Pour lui, Washington, c'est la ville de la gabegie et de la corruption. Il a promis de la nettoyer. Ça nous rappelle quelqu'un. À peine installé à la Maison-Blanche, Jackson révoque des centaines de cadres de l'administration fédérale qui avaient été nommés par son prédécesseur. Alors vous allez me dire, et les états de service ? Eh bien, ce n'est pas une protection si le fonctionnaire est soupçonné d'être hostile au nouveau président. Du coup, il y a des places à prendre, beaucoup de places. Les militants de Jackson qui ont fait sa campagne dans tout le pays arrivent à Washington et réclament des postes. Ils remplissent l'air de la capitale fédérale comme des sauterelles. On ne voit que dans les couloirs du Congrès. Ils assiègent les antichambres ministérielles et la résidence du président, écrira un intellectuel russe qui connaissait bien Washington. C'est la curée. Un jour, devant la Maison-Blanche, un conseiller du président Jackson voit s'approcher devant lui un demandeur de place qui est plus scrupuleux que les autres et qui lui dit « J'ai honte de moi. Je sens que toutes les personnes que je rencontre ici savent ce que je suis venu chercher. » Le conseiller à la Maison-Blanche, qui prend rien au tragique, tranquillise son interlocuteur. « Ne vous tourmentez pas, tous les hommes que vous voyez sont là pour la même chose. » Grâce aux emplois publics,
Le nouveau président récompense ses militants, ses soutiens politiques, ses bailleurs de fonds. Un colleur d'affiches peut espérer une petite place dans une poste. Un millionnaire qui a financé la campagne du président, lui, réclame carrément le poste de chef des douanes du port de New York. Ça payait très bien. Autre avantage pour le locataire de la Maison-Blanche, puisqu'il installe ses fidèles partout, il peut espérer qu'il sera obéi et que ses directives ne vont pas s'enliser à cause de la mauvaise volonté des bureaux. C'est du clientélisme, bien sûr, mais Jackson le présente comme une démocratisation de l'État fédéral. Il le dit haut et fort. Le renouvellement des cadres publics, ça permet d'éviter la formation d'une caste. S'il n'y avait pas de rotation dans les ministères, dit-il, les fonctionnaires deviendraient une aristocratie qui défendrait ses intérêts au lieu d'exécuter les volontés du peuple américain. Et la compétence, me direz-vous, c'est secondaire. Avoir du bon sens, c'est tout ce qui compte quand on travaille pour l'État, affirme le président. C'est ça son argument. Et ça fait mouche auprès d'une partie des Américains. En 1832, un sénateur de New York qui soutient Jackson, il s'appelle William Marcy, a une formule qui va passer à la postérité. L'élu dit que, comme chez les Romains, il est juste que les dépouilles de l'ennemi reviennent au vainqueur. C'est l'origine de l'expression « le partage des dépouilles », en anglais « spoils system ». Le vainqueur à la présidentielle fait ce qu'il veut des dépouilles du vaincu, c'est-à-dire des fonctionnaires embauchés par son prédécesseur. Et ce n'est qu'un début. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver le Moment Histoire sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.